Bonsoir. L'histoire de ce soir s'appelle La ville sous l'eau. Installez-vous confortablement sous votre couverture et préparez-vous à passer une merveilleuse nuit de sommeil. Lorsque vous êtes confortablement installé, fermez les yeux. La ville de Kryménos ne ressemble à aucune autre ville au monde. Si vous vous réveillez dans l'un des nombreux studios de son centre-ville et que vous regardez par la fenêtre, vous vous demanderez sans doute si vous êtes à New York ou à Tokyo. Vous verrez d'immenses buildings en verre s'élever dans le ciel et étendre leur ombre sur les rues plus bas. En écoutant attentivement, vous pourrez même entendre le murmure de ces quelques 30 millions d'habitants en route vers leur travail. Et si vous visitez l'appartement avec terrasse tout en haut du gratte-ciel, situé au croisement de la première rue et de la première avenue, vous risquez fort d'être surpris. De là, vous pourrez voir la tour Eiffel et l'Empire State Building en même temps. La ville de Kryménos est comme une mosaïque dont chaque pièce représente l'une des plus grandes villes du monde. En 15 minutes de marche, vous pouvez également admirer la tour CN de Toronto avec sa forme d'aiguille, la maison dansante de Prague et la Gateway Arch de Saint-Louis. Mais ce qui différencie vraiment la ville, c'est ce que vous verrez en regardant vers le ciel. Vous n'y trouverez jamais de nuages blancs flottant tranquillement dans les airs un après-midi d'été. Vous n'y verrez jamais de sombre nimbostratus se formant au-dessus de vous, annonçant une averse de pluie. Si vous mettez le nez dehors, vous n'aurez jamais besoin d'un parapluie ni d'une veste. Depuis sa fondation en l'an 2300, la ville n'a jamais connu la pluie. Kryménos est la première ville sous-marine du monde. Au cours du XXIIIe siècle, 30 pays se sont réunis pour donner naissance à ce chef-d'œuvre, élu meilleure destination de vacances pendant 45 années consécutives. Et c'est tout naturellement que ses fondateurs lui ont donné un nom grec, à l'instar de la cité d'Atlantis dont elle s'inspire. Le nom Kryménos signifie caché en grec. Le climat y est contrôlé par des lumières artificielles qui simulent le lever et le coucher du soleil. La plupart des aliments de la ville sont importés du monde au-dessus de l'eau. Au bord de la ville, quelques fermes produisent toutefois suffisamment de récoltes pour nourrir sa population, équivalente à celle de Shanghai. John faisait partie de la première génération de personnes nées à Kryménos. Ses parents avaient migré avant sa naissance dans cette ville posée sur les fonds marins au large des côtes de Madagascar. Quand John était enfant, il se demandait souvent à quoi ressemblait le monde d'au-dessus. Ses parents lui racontaient des histoires sur leur voyage à travers l'Amérique, au parc national de Yellowstone et au Grand Canyon. Lorsqu'il était petit, il les suppliait de l'emmener en Amérique. Mais arrivé à l'adolescence, son envie de voyager avait complètement disparu. Il avait regardé assez de films sur le monde entier pour savoir que Kryménos n'avait rien à envier au reste du monde. John était laveur de vitres depuis qu'il avait 15 ans. Chaque matin, on lui envoyait par email une liste de zones à nettoyer à l'intérieur
et à l'extérieur du dôme de verre qui recouvrait la ville. Pendant près de 15 ans, il avait passé sa vie à parcourir la ville dans son pick-up et à en explorer chaque recoin. Il avait sans doute emprunté chacune des petites rues de la ville et fait le tour du dôme de verre au moins 1 millier de fois. La cité était façonnée à l'image de 32 villes choisies parmi les plus célèbres du monde. Il n'avait jamais visité aucune d'entre elles, mais John avait entendu dire que chaque quartier de Krymenos était presque identique à son original. Au total, la superficie de la ville se situait entre celle de Singapour et celle de Hong Kong. À 6 mois de la retraite, John connaissait la ville probablement mieux que quiconque. Il savait où trouver les meilleures pizzas du nouveau New York. Il savait aussi quel toit du petit Tokyo offrait la meilleure vue sur les bancs de centaines de milliers de harengs qui défilaient au-dessus de la ville pendant la journée. Il adorait son travail de laveur de vitres, car chaque journée le menait vers une nouvelle partie de la ville, où il rencontrait les habitants et apprenait quelques mots de leur langue. Mais même s'il aimait son métier, il avait hâte de prendre sa retraite pour profiter des plages de sable du petit Lisbonne et du quartier de Melbourne. Après une vie entière passée à nettoyer les vitres de ces quartiers, il était enchanté à l'idée de faire glisser ses doigts dans le sable, les yeux fermés, à écouter les mouettes voler autour de lui. Il pourrait même passer des journées entières à observer les bancs de poissons nager autour de la ville. Maintenant que sa vie active touchait à sa fin, il avait pour responsabilité de former son remplaçant. Le jour où il devait rencontrer son successeur, son réveil sonna comme tous les jours à 5 heures. John prit une profonde inspiration avant d'appuyer 2 fois sur le bouton de rappel. Lorsque son réveil sonna pour la 3e fois, il sortit de son lit et se dirigea vers la fenêtre de son petit studio, les genoux grinçants. Il ouvrit les rideaux. La lumière artificielle qui remplaçait le soleil n'avait pas encore été allumée, mais les néons des bars et des discothèques dans la rue en dessous diffusaient une douce lumière dans son appartement. Il bâilla et se frotta les yeux. Il vivait dans la partie de la ville construite sur le modèle de Chicago. Pour donner un côté plus authentique à ce quartier, des ventilateurs géants soufflant des bourrasques avaient été suspendus au dôme. C'était la seule partie de la ville où l'on pouvait profiter d'un semblant de brise naturelle. Mais d'autres quartiers étaient également équipés de systèmes artificiels pour imiter la météo. En hiver, dans le second Stockholm, les employés de la ville faisaient tomber pendant quelques jours de la neige synthétique dans les rues et formaient des congères le long de la chaussée. On avait même construit une petite patinoire extérieure qui ressemblait à un étang naturel. En été, dans le second Séoul, les arroseurs fixés au toit du dôme s'allumaient quelques heures dans la journée pour reproduire des averses. Ceux qui se trouvaient dessous au mauvais moment étaient bons pour rentrer se changer chez eux, tout trempés. John se dirigea vers son placard, versa dans un bol des flocons d'avoine importés du Canada et y ajouta du lait venu d'une laiterie située en périphérie de la ville, près du Nouveau-Caire. Il saupoudra le tout de morceaux d'algues séchées récoltés par des pêcheurs de la ville. Il prit ensuite une douche froide
pour se réveiller et enfila son uniforme. Il portait une cotte en jean dépenaillé avec son nom cousu à la poitrine. Entre le moment où il prit l'ascenseur au 37e étage et celui où il sortit dehors, les lumières artificielles avaient commencé à éclairer la ville et les lampadaires s'éteignaient un par un. À l'exception de quelques taxis, la ville était silencieuse. John regarda en l'air vers le sommet du dôme, où il pouvait apercevoir la faible lueur du vrai soleil, qui donnait à l'eau une couleur presque verte. Une fois à la retraite, il prévoyait de prendre un sous-marin pour Londres. Des amis qui avaient déjà visité la ville lui avaient conseillé de garder son argent et de se rendre plutôt au quartier londonien de Crimenos. Mais John voulait voir le monde au-dessus, au moins une fois dans sa vie. Il voulait monter dans le London Eye et voir à quoi ressemblait la ville sans la Tour Eiffel et l'Empire State Building à portée de vue. Il voulait visiter les 32 villes et les comparer à leurs copies sous-marines. Depuis son immeuble, John arpenta une rue calme jusqu'au parking où était garé son pick-up, chargé de tout son matériel. Il traversa le quartier du Cap, direction Prague, puis emprunta l'autoroute jusqu'à Paris. Il alluma la radio pour écouter les informations du matin. Chaque fois qu'il entrait dans un nouveau quartier, la langue changeait. La tour Eiffel était dans son champ de vision quand il quitta l'autoroute et il poursuivit sa route un moment vers le sud, jusqu'au petit Lisbonne. C'était l'une de ses parties préférées de la ville. Ses habitants étaient pour lui les plus sympathiques de la ville, et c'est là qu'il se sentait le plus détendu. Le quartier était constitué autour d'un port artificiel qui débouchait sur une plage au bord du dôme. Cependant, il n'y avait jamais d'eau sur cette plage. Le sable s'étendait jusqu'au bord du dôme, et là où la mer de Lisbonne aurait dû commencer, se trouvait le véritable océan. John roulait doucement dans la vieille ville du petit Lisbonne, sa vitre baissée. De la route principale partaient des rues pavées, bordées de bâtiments blancs aux toits rouge-orange. Des commerçants déambulaient sur les pavés dans la lumière matinale, des balais de paille dans les mains. Ils balayaient le sable venu de la plage toute proche, qui s'était infiltrée dans leur boutique. La plupart d'entre eux reconnurent John, car il venait là au moins une fois par semaine. Ils lui firent des signes de la main et lui lancèrent de grands sourires. John gara sa voiture devant son café préféré et entra dans l'établissement. La propriétaire, une femme qui approchait la quarantaine, le salua de la main et lui dit « Hola, bon dia » avant de poser une tasse à café sous le bec de sa machine à expresso. Elle prit 2 tranches de pain dans son présentoir et les beurra, puis les apporta à John. Ils étaient amis depuis des années. Elle était arrivée de Lagos, au Nigeria, il y a près de 10 ans avec son mari, qui était ingénieur. Ils participaient à la construction de la nouvelle extension de la ville tout à l'ouest. Personne ne savait à quoi allait ressembler ce nouveau quartier, mais le bruit courait qu'il était basé sur une ville d'Amérique du Sud. Peut-être Sao Paulo ou Bogota. John espérait que ce nouveau quartier serait à l'image de Buenos Aires, depuis qu'il avait vu des photos d'Argentine dans un magazine à l'automne dernier. Il resta environ 30 minutes, le temps de déguster ses toasts et de boire son café tout en lisant
le journal local. Il y avait un article spéculant sur les possibilités du nouveau développement. Certaines personnes pensaient qu'il pourrait s'agir de Taipei, tandis que d'autres parlaient de Mexico. Un groupe d'enfants passa dans la rue en tapant dans un ballon de football et en criant en portugais. Le bruit des enfants qui s'amusaient détendait John. Cela lui rappelait son enfance lorsqu'il jouait au football dans le second Rome avec ses amis Leonardo et Andrea. Après le petit déjeuner, John se rendit à l'extérieur du petit Lisbonne, où de nombreux hôtels bordaient la plage. Il se gara devant l'un d'eux et marcha pieds nus jusqu'au bout de la plage, là où la bulle de verre séparait la ville de l'océan. Des mouettes volaient au-dessus de sa tête sous le dôme et plongeaient vers le sable pour ramasser des frites tombées la veille. La ville ne possédait pas encore d'écosystème animal complet, mais cela faisait l'objet d'un autre projet sur lequel travaillaient les urbanistes. L'objectif, à terme, était d'introduire dans la ville des animaux natifs de chaque région. Pour le moment, la métropole ne comptait que quelques espèces comme des mouettes, des pigeons, des souris et des écureuils. On pouvait même apercevoir quelques kangourous auprès de Melbourne. John s'assit sur le sable, les bras autour des genoux, et prit quelques instants pour rassembler ses pensées avant de démarrer sa journée de travail qui commençait officiellement à 9 heures. De l'autre côté de la bulle de verre, des milliers de poissons bleus d'une quinzaine de centimètres nageaient. Leur ventre brillait à la lumière artificielle qui émanait de la ville. Derrière les poissons se trouvait un récif de corail qui comprenait presque toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. De temps à autre, John croisait le regard d'une tortue de mer ou d'un dauphin. Dans le sable, des rangées de tuyaux à peine visibles dégageaient de temps à autre des arômes rappelant l'odeur de la mer. John huma l'air marin, se releva et étira ses bras au-dessus de sa tête. Puis, il approcha du dôme avec sa boîte de produits nettoyants, sa raclette télescopique et ses seaux. Avant de commencer le nettoyage, il inspecta le verre le long de la plage. C'était la partie la plus importante de son travail. Il devait s'assurer que le dôme ne présentait aucun dommage. En 50 ans de carrière, il n'avait trouvé qu'une seule fissure, et elle ne faisait même pas l'épaisseur du dôme. Le verre faisait près d'1 mètre d'épaisseur, ce qui lui permettait de résister à la pression extrême de l'océan. De temps à autre, on remplaçait tout de même de petites sections du dôme afin d'éviter toute fuite. Lorsque les lumières artificielles en haut de la ville atteignirent leur luminosité maximale, John était en train de terminer la première section du dôme sur sa liste. Il était en train de travailler sur une deuxième section, sa raclette pleine d'eau savonneuse, lorsqu'il sentit la présence de quelqu'un derrière lui. Il se retourna et vit un garçon à la peau noire et aux cheveux bouclés qui ne devait pas avoir plus de 16 ans. John l'examina un instant et se dit qu'il lui ressemblait beaucoup lorsqu'il était plus jeune. « Tu es mon nouvel assistant ?» demanda John. Le garçon hocha la tête et sortit une main des poches de son short bleu pour la tendre à John. Il était plutôt grand pour son âge, déjà plus que John. Il devait faire dans les 1,80 m,
et avait une belle carrure. John lui serra la main et se présenta. « Tu ne devrais pas être à l'école ?» lui demanda-t-il. « Quel âge as-tu » Le garçon se présenta à son tour. Il s'appelait Tayo et était scolarisé à domicile par ses parents. Il venait d'arriver à Krymenos depuis Porto, au-dessus de l'eau. Ses parents voulaient qu'il trouve un travail le matin pour pouvoir lui faire l'école à la maison l'après-midi, après leur journée de travail. Tayo avait à peu près le même âge que John lorsqu'il avait commencé ce métier. Même s'ils n'avaient rien en commun, quelque chose chez le garçon lui faisait penser à lui quand il était plus jeune. C'était peut-être dû aux manies que Tayo semblait avoir. John n'avait pas été scolarisé à domicile, mais il avait du mal à se faire des amis quand il était plus jeune. Ce n'est que plus tard, lorsqu'il a commencé à laver des vitres et à rencontrer du monde dans toute la ville, qu'il a appris à devenir plus sociable. Peut-être que le garçon allait suivre ses traces et faire lui aussi ce travail pendant près d'un demi-siècle. Ce n'était peut-être pas en apparence le travail le plus excitant de la ville, mais c'était l'un des plus importants. Il était responsable de la sécurité de plus de 30 millions de personnes. John expliqua à Tayo le meilleur moyen de détecter des fissures dans le dôme. Il fallait diriger une lampe de poche en direction du verre, et si quelque chose brillait dans la zone éclairée, il fallait alors l'examiner de plus près. Le garçon l'écouta attentivement, ne parlant que quand John lui posait des questions sur lui. Ils travaillèrent toute la matinée, nettoyant les vitres le long de la plage et inspectant le verre à la recherche de fissures. C'était agréable d'être accompagné pour une fois. D'habitude, John ne pouvait parler qu'aux gens qu'il croisait. À midi, la plage était remplie de monde. Elle prenait vie au milieu des conversations dans toutes les langues qu'on pouvait y entendre. Même si les gens ne pouvaient pas se baigner sur cette plage, ils adoraient s'y rendre en couple ou en famille pour y passer la journée. Certaines personnes s'allongeaient sur le sable, tandis que d'autres jouaient au frisbee ou observaient la vie marine. Tayo continuait d'observer les moindres gestes de John, comme si ce dernier était un célèbre peintre en train de donner naissance à un chef-d'œuvre. Lorsqu'ils s'arrêtèrent pour déjeuner, ils s'assirent sur le sable pour manger des sandwichs que John avait préparés. Et ce dernier demanda à Tayo de lui parler du Portugal. Tayo lui expliqua que Porto était la plus belle ville du monde et que tout le monde devrait la visiter au moins une fois dans sa vie. « Et que penses-tu de cette ville jusqu'à présent ?» demanda John. Tayo lui répondit qu'il ne savait pas encore vraiment quoi en penser. La ville comptait de nombreux quartiers agréables, mais il n'était pas rassuré de vivre sous l'eau. John rit et ramassa un galet sur la plage. Il le jeta sur la vitre, mais celle-ci rebondit sans même laisser une rayure. « 1 mètre de verre nous sépare du monde extérieur, » expliqua-t-il. « Nous sommes probablement plus en sécurité ici que les gens au-dessus de nous. Au moins, nous n'avons pas à nous soucier de la foudre. » Pendant qu'ils discutaient, une femme s'approcha d'eux, un panier à la main. Elle se présenta. C'était la mère de Tayo. Puis, elle sortit un thermos de café, des sardines fraîchement grillées et du pain maison de son panier. Elle demanda à John comment s'en sortait son fils pour le moment. John lui confia qu'il avait l'air d'être travailleur et qu'il était sûr qu'il ferait du bon travail.
La femme acquiesça et donna une petite tape sur le bras de son fils. Elle demanda à John depuis combien de temps il vivait dans cette ville, ce à quoi John répondit qu'il était né ici et qu'il ne l'avait jamais quitté. La mère de Tayo fit de grands yeux et marmonna quelque chose à elle-même en portugais. Elle semblait avoir les mêmes inquiétudes que son fils concernant la vie sous l'eau. Mais John la rassura en lui garantissant que cet endroit était parfaitement sûr. Il lui fit la même blague sur la foudre avant de lui demander de décrire Porto. Elle semblait ravie de parler de sa ville d'origine. Cela ne faisait pas longtemps qu'elle l'avait quittée, mais à la manière dont elle en parlait, avec tant de passion, il était évident qu'elle lui manquait beaucoup. Elle lui parla des dégustations de vin le long du fleuve Douro lors des chaudes soirées d'été. Il y avait à chaque coin de rue des restaurants magnifiques dans lesquels on servait du jambon frais et du fromage. Elle décrivit les magnifiques toits en tuiles rouges qui ornaient la ville en pointant du doigt les hôtels à côté de la plage construits dans le même style. Elle termina en disant à John qu'il n'avait encore rien vécu s'il ne s'était jamais promené sur le pont Dom Luis, qui offre l'une des plus belles vues sur la ville, si ce n'est la plus belle vue d'Europe. John répondit qu'il aimerait bien voir Porto un jour. Puis il parla de toutes les belles choses qu'offrait sa ville à lui. Les balades de nuit le long du fleuve Han dans le second Séoul, l'odeur du café frais dans le quartier parisien, la vue spectaculaire sur les énormes baleines à bosse autour du dôme. Une fois leur pique-nique terminé, la femme leur dit au revoir et John et Tayo se mirent à nettoyer les vitres le long de la plage. John continua de donner quelques conseils à son apprenti. Il lui expliqua par exemple qu'il fallait toujours commencer par le haut et descendre pour éviter de faire couler du savon sur les zones déjà nettoyées. Ils travaillèrent ensemble une grande partie de l'après-midi jusqu'à ce qu'ils tombent nez à nez avec une pieuvre de la taille d'un bus accrochée au dôme. John n'avait jamais vu une pieuvre aussi impressionnante. Chaque tentacule faisait la taille d'une de ses jambes. La créature avait collé ses ventouses au verre et une expression lasse, quasi humaine, se dessinait sur son visage. Lorsqu'il la vit, Tayo rigola et plaisanta en disant qu'ils allaient peut-être devoir l'enlever de là. John lui répondit que cela faisait effectivement partie de leur travail, et le garçon lui lança un regard perplexe. Comme si elle avait compris de quoi il parlait, la pieuvre poussa sur la vitre avec ses tentacules et s'éloigna en laissant derrière elle une traînée de bulles. L'extérieur de la vitre était couvert d'une substance gluante laissée par les tentacules de l'animal. « Nous devons nettoyer l'extérieur de la vitre », expliqua John. Tayo lui demanda comment ils allaient bien pouvoir faire. John se mit à rire. Tayo n'allait pas être déçu du voyage. Nager dehors était l'une des activités préférées de John. Il n'y avait rien de plus paisible au monde. « Je vais te montrer, » dit-il avant de mener le garçon vers son pick-up. Ils montèrent tous les deux à bord du véhicule et traversèrent le petit Lisbonne en direction du nouveau New York, qui formait une réplique presque parfaite de Manhattan. Le trafic était si dense qu'il leur fallut près d'une demi-heure pour trouver une place de parking près de Central Park. Ils laissèrent leur matériel de nettoyage dans la voiture
à l'exception d'une raclette télescopique que John prit avec lui, puis ils marchèrent à travers le parc. Le Central Park de Krymenos n'était pas aussi grand que l'original. Il bordait le nord de la ville et ne s'étalait que sur la moitié de la superficie du célèbre parc du vrai New York. Autour d'eux, les gens étaient assis dans l'herbe et discutaient en profitant de leur après-midi. John les entendait parler en espagnol, en swahili, en français, en mandarin et en russe. Il ne parlait aucune de ces langues couramment, mais il les connaissait suffisamment pour pouvoir les reconnaître. Les arbres au bord du parc frottaient contre le dôme. Ils suivirent les vitres jusqu'à atteindre un grand bâtiment construit presque entièrement en verre, reprenant la forme du Taj Mahal. John expliqua à Tayo que c'était le port sous-marin. C'était le point d'entrée et de sortie principal de la ville pour les personnes venant d'Amérique du Nord ou d'Australie. Il pointa son doigt vers l'océan où des sous-marins étaient amarrés, tandis que d'autres prenaient le large, ressemblant à des avions en train de décoller. Ils entrèrent dans le grand bâtiment construit comme un aéroport. Il y avait une aire de restauration bondée de chaînes de restaurants populaires et une aire de sécurité par laquelle les voyageurs devaient passer pour embarquer dans les sous-marins transcontinentaux. John guida Tayo jusqu'à l'autre bout du port sous-marin. Cette partie du bâtiment ressemblait davantage à un hôtel, avec ses fenêtres qui offraient une vue exceptionnelle sur les poissons et autres créatures sous-marines qui défilaient dans l'océan. Une zone y avait été aménagée pour permettre aux employés municipaux d'emprunter du matériel de plongée. John aida Tayo à enfiler sa combinaison de plongée et lui montra comment bien attacher sa bouteille d'oxygène. Une fois bien équipés, ils pénétrèrent dans un sas. Cette pièce ressemblait à une petite cellule de prison sans fenêtre. La porte derrière eux se referma. Ils restèrent dans le noir pendant quelques instants, puis la porte extérieure s'ouvrit et l'eau commença à remplir la pièce dans un bruit sourd. Lorsque l'eau arriva au niveau de leur cou, ils sortirent du sas et nagèrent dans l'océan. Le bruit de l'eau qui inondait la pièce s'évanouit et soudain le monde devint complètement silencieux. Ils n'entendaient plus que le bruit de leur propre respiration. Le faible courant les entraîna vers un banc de poissons qui se dispersa à leur approche. Quelques poissons frôlèrent les bras et les jambes de John avant de s'éloigner en panique. John et Tayo nagèrent le long du bord de la ville jusqu'à atteindre un endroit recouvert d'algues entre le nouveau New York et le petit Lisbonne. John frotta doucement les algues avec sa raclette, puis ils reprirent leur route vers la zone où ils avaient vu la pieuvre un peu plus tôt. John passa la raclette à Tayo pour qu'il essuie la vitre et se détendit dans l'apesanteur du monde marin. Sortir de l'autre côté du dôme était la partie qu'il préférait dans son travail. Il se sentait comme un astronaute, comme s'il était complètement isolé du monde et qu'il était le dernier humain sur Terre. Il observait les animaux marins défiler devant lui pendant que Tayo finissait de nettoyer la vitre. Un banc de poissons fluorescents passa à côté d'eux. Il y en avait des roses, des verts, des jaunes et des violets. Les poissons étaient si fins
que lorsqu'il faisait face à John, il devenait presque invisible, alors qu'il y en avait des milliers. Un calamar passa devant eux en nageant, ses tentacules dansant sous son corps, puis il alla se poser sur la surface en verre. John le poussa avec sa main et l'animal reprit sa route dans l'océan. Tayo et John ne pouvaient pas se parler. Alors John pointa du doigt le récif de corail qui entourait toute la ville. Le corail poussait le long des fonds marins et arborait des couleurs qui rappelaient l'arc-en-ciel, du rouge foncé au vert clair. Quelques poissons et autres créatures marines se cachaient dans le corail et les plantes qui le recouvraient. Des algues ondulaient dans l'eau. Des petits poissons, plus petits qu'un doigt, se faufilaient entre les algues, tandis que d'autres, plus gros, les observaient de plus haut. John s'arrêta pour admirer une anémone de mer rose qui filtrait l'eau sur un caillou posé au fond de la mer. Une tortue de mer approcha et le regarda. La marque noire au-dessus de ses yeux lui donnait l'air d'être en colère, même si la créature ne semblait nullement dérangée par la présence de John. De la tête jusqu'à la queue, la tortue était presque aussi grande que lui, mais elle était beaucoup plus habile pour se déplacer dans l'eau. D'un léger battement de pattes, elle remonta vers le haut, vers le soleil qui réfléchissait à la surface de l'eau. John regarda en l'air, là où le soleil se reflétait. Au fond de l'océan, l'eau était bleu-violette, mais à la surface, elle prenait de splendides tons bleu canard. Un banc de milliers de poissons défila sous les rayons du soleil, assombrissant un court instant l'océan avant de disparaître au loin, dans l'infinité subaquatique. Pendant un moment, l'océan sembla vide. C'est alors qu'apparut un étrange poisson, avec son dos jaune clair et sa tête fuchsia. On aurait dit qu'il avait été créé en collant deux poissons bout à bout. Calmement, le poisson solitaire passa à côté des deux plongeurs. Non loin d'eux, deux dauphins nageaient à côté du corail. John regarda Tayo. Malgré le masque qui couvrait sa bouche, il distinguait très clairement le large sourire qui s'étalait sur son visage face à cette scène féerique. L'un des dauphins s'approcha d'eux. Il donna de petits coups sur la jambe de John avec son bec. Ces coups devinrent de plus en plus insistants et le dauphin commençait à le pousser vers le haut, comme s'il pensait que John était en train de se noyer. John sourit et suivit le dauphin jusqu'à la surface de l'eau. Il sortit la tête à l'air libre et regarda autour de lui. Cela faisait des années qu'il n'était pas remonté à la surface. Il se trouvait à près de 500 km de la terre la plus proche, et il n'y avait pas grand-chose à voir. Des mouettes volèrent au-dessus de sa tête, et la seule forme qui venait casser la surface ondulée de l'eau était celle à l'horizon d'un porte-container qui laissait un nuage de fumée dans son sillage. John replongea sous l'eau et y retrouva Tayo, qui nageait le long du récif de corail en observant les milliers de poissons qui l'entouraient. Une poignée d'autres plongeurs exploraient eux aussi le récif dans les environs. L'un d'eux leva son pouce en l'air en passant devant John. John fit signe à Tayo de le suivre. Ensemble, ils nagèrent jusqu'en haut du dôme, au plus près du sommet des plus hauts gratte-ciel de Manhattan. De là, ils pouvaient voir le rectangle
que formait Central Park, contrastant avec les immeubles autour. De si haut, on distinguait à peine les personnes en costume qui se pressaient sur les trottoirs en bas. John percevait toutefois bien distinctement les taxis jaune-orange qui avançaient pare-choc contre pare-choc. Le verre bloquait le bruit des taxis, mais John imaginait le son des klaxons étouffé par l'eau. C'est pour cela qu'il adorait venir de ce côté-ci de la vitre. Tout y était si relaxant. Il avait l'impression d'observer un autre univers depuis l'extérieur. Les deux plongeurs nagèrent vers le petit Lisbonne, où ils s'étaient vus pour la première fois. Ce côté de la ville était complètement différent de Manhattan. Les toits étaient tous rouge-orange et contrastaient nettement avec les bâtiments blancs. Des arbres touffus parsemaient les rues entre les bâtiments et sur une colline se tenait un château carré avec une cour en son centre. Le long de la plage, des familles jouaient et se détendaient, et des couples se promenaient main dans la main, laissant derrière eux des traces de pas dans le sable blanc. Des carrés de longues herbes jaunes bordaient la plage à proximité des hôtels. Une longue passerelle, à moitié recouverte de sable, s'avançait dans les terres. À côté de New York, cette partie de la ville avait l'air aussi paisible qu'une communauté de bord de mer. Tayo posa une main sur la vitre et pointa du doigt un groupe de maisons au loin. Elles avaient les mêmes murs blancs et les mêmes toitures rouges que la plupart des bâtiments aux alentours. John devina qu'il essayait de lui montrer sa maison. Il lui fit signe de le suivre et ils continuèrent leur parcours autour de la ville. Ils continuèrent à nager jusqu'au second Séoul. Ce quartier avait l'air encore plus moderne que Manhattan. Il était bordé sur un côté par le fleuve Han. Une série de ponts séparait Séoul de Lisbonne. Des rangées d'immeubles d'appartements semblaient s'étaler sur des kilomètres. Tous les bâtiments étaient identiques en apparence et s'élevaient sur au moins 30 étages. Entre eux se dressait le Lot World Tower. Elle était si grande que sa pointe ne se trouvait qu'à quelques dizaines de centimètres du sommet du dôme. Si quelqu'un se tenait debout dessus, il pourrait sûrement toucher le dôme avec sa main. L'immeuble tout entier était fait de verre bleu et sa moitié supérieure se rétrécissait comme le col d'une bouteille. C'était le bâtiment le plus haut de la ville. Mais si on décidait un jour de créer un nouveau quartier à l'image de Dubaï, il faudrait sûrement rehausser le dôme. John et Tayo nagèrent vers le sommet du dôme. Lorsqu'ils atteignirent son centre exact, ils regardèrent en bas vers le centre de la ville. Tout au centre de la ville se trouvait une mare parfaitement circulaire qui faisait à peu près la même taille que la base d'un des gratte-ciel du Nouveau New York. Vue d'ici, la ville ressemblait à une cible. La mare était entourée par un rond-point, à partir duquel partaient 8 routes dans des directions différentes équidistantes, comme les rayons d'une roue. Les sections formées entre les rayons ressemblaient à des parts de gâteau. Elles étaient chacune divisées en 4, ce qui donnait 32 quartiers au total. Dans chaque part de gâteau, la section la plus rapprochée du centre formait un premier quartier. Le milieu de la part en formait un deuxième, et 2 petites villes se tenaient à l'extrémité de chaque part. Au total, la ceinture extérieure était constituée de 16 villes
tandis que les ceintures intérieures et intermédiaires comprenaient 8 villes. Depuis l'endroit où se trouvaient John et Tayo, on comprenait facilement pourquoi Krymenos avait été élue plus belle ville du monde 45 années de suite. Non seulement la vue sur l'océan était à couper le souffle, mais on pouvait en plus y admirer les styles d'architecture du monde entier réunis en un même endroit. Dans la ceinture intérieure se trouvait le quartier de Londres, au sud de la Tamise. Le London Eye tournait doucement, tandis que les personnes qui flânaient en dessous profitaient du spectacle. De l'autre côté de la Tamise se dressait Pékin. Les bâtiments étaient beaucoup plus nombreux dans ce quartier, qui abritait des gratte-ciel ultramodernes. Quelques temples traditionnels rouges et verts se distinguaient au milieu de toute cette architecture épurée. À côté de Pékin, Madrid ne ressemblait à aucune autre des villes qui l'entouraient. Ici, il n'y avait aucun gratte-ciel. Le quartier ne comprenait que des bâtiments de faible hauteur, regroupés en blocs carrés, dont la plupart possédaient une cour. John imaginait à quoi il ressemblait de plus près. Il y avait sûrement des enfants en train de jouer, des habitants en train de suspendre leur linge sur des cordes, et des familles réunies à table. Un grand terrain de football trônait au centre du quartier, et même de là-haut, John voyait son parking plein et les longues files d'attente pour entrer dans le stade. À côté de Madrid, il y avait Rome et son architecture antique fidèle à celle de son modèle. Le Colisée était clairement visible, tranchant avec les bâtiments modernes qui l'entouraient. Le reste du cercle intérieur comprenait Berlin, Montréal, Stockholm et Chicago, où John avait vécu toute sa vie. Tayo donna une petite tape sur l'épaule de John, puis leva son pouce en l'air. John lui rendit son geste en hochant la tête. Dès qu'ils avaient besoin de s'éloigner de la vie urbaine, John venait ici pour observer la ville. Même s'il n'avait jamais voyagé, il avait la sensation d'avoir déjà parcouru le monde entier. Ce n'était pas simplement la vue des bâtiments qui lui donnait ce sentiment. C'était aussi le fait de savoir que des gens du monde entier avaient réussi à se réunir pour donner vie à cette ville. Mais lorsqu'il était au lycée et qu'il travaillait à mi-temps, John entendait autour de lui des langues des 4 coins du monde. Les yeux fermés et les oreilles bouchées, il aurait sûrement été capable de se repérer dans la ville grâce aux senteurs des différentes cuisines du monde. Lorsqu'il marchait dans Montréal, il sentait l'odeur de la sauce au jus de viande versée sur des frites avec du fromage. À Prague, il sentait l'odeur de la choucroute, du porc rôti et des noodles. Impossible de confondre Paris avec une autre partie de la ville. Les arômes des croissants au beurre et des baguettes fraîches étaient omniprésents. Stockholm était reconnaissable à l'odeur des boulettes de viande recouvertes de glaçage. À New Delhi, les senteurs distinctives de curry embaumaient tout le quartier. À Séoul, l'odeur de l'ail et des piments coréens était si forte qu'on pouvait presque goûter le kimchi fermenté depuis la rue. New York dégageait de nombreuses senteurs, mais l'odeur des tartes aux pommes était celle dont il se souvenait le mieux. Enfin, John et Tayo
regagnèrent le sas en nageant. Ils ôtèrent leur combinaison de plongée et pénétrèrent dans la ville. « Voilà, tu as vu toute la beauté de cette ville, » lança John. « Qu'en penses-tu maintenant ?» Tayo rigola et répondit à John qu'il avait raison. C'était peut-être bien la plus belle ville du monde. Il lui confia qu'il voulait explorer chacun des 32 quartiers de Kryménos et qu'il essaierait d'ailleurs d'en visiter un par semaine. John sourit et acquiesça. Oui, l'enthousiasme du garçon n'était pas sans lui rappeler quelqu'un. Il ne lui faudrait pas longtemps avant de se familiariser avec les langues locales et de devenir un habitué des cafés de la ville. Tayo serra la main de John avant de courir vers la plage où ils s'étaient rencontrés. La lumière artificielle s'estompait et virait au jaune-orange pour imiter un coucher de soleil. John monta dans son pick-up et traversa Manhattan jusqu'au quartier de Londres. Il acheta un billet pour le London Eye. Du haut de la grande roue, il pouvait maintenant voir l'éclat du coucher de soleil sur toute la ville. La lumière s'étalait dans tout Kryménos, baignant la ville tout entière dans des teintes oniriques. Lorsqu'il prendrait sa retraite et que Tayo le remplacerait, se dit-il, il achèterait un billet pour monter à bord du vrai London Eye. Bien sûr, aucun endroit au monde n'était aussi beau que Kryménos, mais il voulait tout de même assister à un vrai coucher de soleil. De la même manière que Tayo voulait visiter les 32 quartiers de la ville, John mourait d'envie de visiter chacune des villes qu'il avait explorées à Kryménos. Peut-être qu'un jour, il les verrait toutes de ses propres yeux. Voilà qui marque la fin de notre histoire. Dormez bien et faites de beaux rêves.